Aristote, la métaphysique, livre 1. Le bien et l'activité humaine, la hiérarchie des biens. Tout art et toute investigation, et pareillement toute action, et tout choix tendent vers quelque bien, à ce qu'il semble. Aussi a-t-on déclaré avec raison que le bien est ce à quoi toute chose tend, mais on observe, en fait, une certaine différence entre les fins. Les unes consistent dans des activités et les autres dans certaines œuvres distinctes des activités elles-mêmes. Et là où existent certaines fins distinctes des actions, dans ces cas-là, les œuvres sont par nature supérieures aux activités qui les produisent. Or, comme il y a multiplicité d'actions, d'art et de sciences, leurs fins aussi sont multiples. Ainsi, l'art médical a pour fin la santé, l'art de construire des vaisseaux, le navire, l'art stratégique, la victoire, et l'art économique, la richesse. Mais dans tous les arts de ce genre qui relèvent d'une unique potentialité, de même, en effet, que sous l'art hippique tombe l'art de fabriquer des freins et tous les autres métiers concernant le harnachement des chevaux, et que l'art hippique lui-même et toute action se rapportant à la guerre tombe à leur tour sous l'art stratégique. C'est de la même façon que d'autres arts sont subordonnés à d'autres. Dans tous ces cas, disons-nous, les fins des arts architectoniques doivent être préférées à toutes celles des arts subordonnés, puisque c'est en vue des premières fins qu'on poursuit les autres. Peu importe tout surplus, que les activités elles-mêmes soient les fins des actions, ou que, à part de ces activités, il y ait quelque autre chose, comme dans le cas des sciences dont nous avons parlé. Si donc il y a de nos activités quelques fins que nous souhaitons par elles-mêmes, et les autres seulement à cause d'elles, et si nous ne choisissons pas indéfiniment une chose en vue d'une autre, car on procéderait ainsi à l'infini, de sorte que le désert serait futile et vain. Il est clair que cette fin-là ne saurait être que le bien, le souverain bien. N'est-il pas vrai dès lors que, pour la conduite de la ville, la connaissance de ce bien est d'un grand poids, et que, semblable à des archers qui ont une cible sous les yeux, nous pourrons plus aisément atteindre le but qui convient? S'il en est ainsi, nous devons essayer d'embrasser, tout au moins dans ces grandes lignes, la nature du souverain bien, et de dire de quelle science particulière ou de quelle potentialité il relève. On sera d'avis qu'il dépend de la science suprême et architectonique par excellence. Or, une telle science est manifestement la politique, car c'est elle qui dispose quelles sont parmi les sciences celles qui sont nécessaires dans les cités, et quelle sorte de sciences chaque classe de citoyens doit apprendre, et jusqu'à quel point l'étude en sera poussée. Et nous voyons encore que même les potentialités les plus appréciées sont subordonnées à la politique, par exemple la stratégie, l'économique, la rhétorique. Et puisque la politique se sert des autres sciences pratiques et qu'en outre elle légifère sur ce qu'il faut faire et sur ce dont il faut s'abstenir, la fin de cette science englobera les fins des autres sciences, d'où il résulte que la fin de la politique sera le bien proprement humain, même si en effet il y a identité entre le bien de l'individu et celui de la cité. De toute façon, c'est une tâche manifestement plus importante et plus parfaite d'appréhender et de sauvegarder le bien de la cité, car le bien est assurément aimable, même pour un individu isolé, mais il est plus beau et plus divin appliqué à une nation, à des cités. Voilà donc les buts de notre enquête, qui constitue une forme de politique.
Nous aurons suffisamment rempli notre tâche si nous donnons les éclaircissements que comporte la nature du sujet que nous traitons. C'est qu'en effet, on ne doit pas chercher la même rigueur dans toutes les discussions indifféremment, pas plus qu'on ne l'exige dans les productions de l'art. Les choses belles et les choses justes qui sont l'objet de la politique donnent lieu à de telles divergences et à de telles incertitudes qu'on a pu croire qu'elles existaient seulement par convention et non par nature. Une pareille incertitude se présente aussi dans le cas des biens de la vie, en raison des dommages qui en découlent souvent. On a vu, en effet, les gens se révèlent par leur richesse et d'autres se révèlent par leur courage. On doit donc se contenter, en traitant de pareils sujets et partant de pareils principes, de montrer la vérité d'une façon grossière et approchée. Et quand on parle de choses simplement constantes et qu'on parle de principes également constants, on ne peut aboutir qu'à des conclusions de même caractère. C'est dans le même esprit, dès lors, que devront être accueillies les diverses vues que nous émettons, car il est d'un homme cultivé de ne chercher la rigueur pour chaque genre de choses que dans la mesure où la nature du sujet l'admet. Il est évidemment à peu près aussi déraisonnable d'accepter un mathématicien des raisonnements probables que d'exiger d'un rhéteur des démonstrations proprement dites. D'autre part, chacun juge correctement de ce qu'il connaît, et en ce domaine il est bon juge. Ainsi donc, dans un domaine déterminé, juge bien celui qui a reçu une éducation appropriée, tandis que, dans une matière excluant toute spécialisation, le bon juge est celui qui a reçu une culture générale. Aussi le jeune homme n'est-il pas un auditeur bien propre à des leçons de politique, car il n'a aucune expérience des choses de la vie, qui sont pourtant le point de départ et l'objet des raisonnements de cette science. De plus, étant enclin à suivre ses passions, il ne retirera de cette étude rien d'utile ni de profitable, puisque la politique a pour fin, non pas la connaissance, mais l'action. Peu importe, du reste, qu'on soit jeune par l'âge ou jeune par le caractère, l'insuffisance à cet égard n'est pas une question de temps, mais c'est dû au fait qu'on vit au gré de ses passions et qu'on s'élance à la poursuite de tout ce qu'on voit. Pour des étourdis de cette sorte, la connaissance ne sert à rien, pas plus que pour les intempérants. Pour ceux, au contraire, dont les désirs et les actes sont conformes à la raison, le savoir en ces matières sera pour eux d'un grand profit.